Il aurait dû être reconnu que l'unilatéralisme peut causer des conflits lorsqu'il entre sur la scène mondiale. Par conséquent, lorsque le dollar américain devient une monnaie de réserve, les Américains ne devraient pas être autorisés à l'utiliser pour imposer unilatéralement leurs intérêts sur le reste du monde. Cependant, ils n'ont pas choisi de rendre cela possible. Par conséquent, nous sommes maintenant confrontés à la tâche d'explorer des alternatives. L'alternative consiste à créer un nouveau système. Ce système serait parallèle et concurrentiel par rapport au système unipolaire contrôlé par les Américains. Cela est nécessaire si les pays africains veulent avoir une chance de réussir. Nous devons également éduquer les pays africains pour réduire leur dépendance à ce système spécifique. En même temps, nous devons exiger que ces systèmes respectent l'état de droit et adhèrent à un système basé sur des règles. So, Rutendo, just because I want to ask you one more thing about. Alors, je veux te poser une autre question sur le Zimbabwe. Comment vois-tu la situation actuelle du Zimbabwe, surtout après les événements de l'année dernière et la guerre en cours en Ukraine? Les relations internationales sont en train de changer. Tu souffres parce que les États-Unis, et dans une large mesure le monde anglo-saxon, utilisent leur pouvoir structurel à leur avantage. Ils manipulent les systèmes qu'ils ont créés pour te mettre sous pression ou t'isoler des opportunités commerciales internationales, entravant ta prospérité. Es-tu optimiste quant au développement de méthodes de paiement alternatives par la Russie et la Chine? Il semble qu'ils trouvent de nouvelles façons de mener des affaires. Les investissements chinois pourraient-ils être une solution potentielle pour le développement, malgré ces sanctions sévères? Oui, nous croyons que le monde occidental a établi des systèmes enracinés dans des crimes contre l'humanité tels que le colonialisme et l'esclavage. Ces systèmes ont généré de la richesse, qui à son tour a été utilisée pour établir des institutions multilatérales. La richesse, l'argent et le capital de ces institutions ont été largement créés grâce à l'exploitation des mêmes pays du tiers-monde qu'ils exploitent et excluent maintenant. Cette exclusion se produit surtout lorsque ces pays créent des lois et des règles que le monde occidental n'approuve pas. En essence, le monde occidental essaie de maintenir les systèmes coloniaux et impériaux à travers le néocolonialisme. Ils le font en utilisant des institutions comme le système de Bretton Woods et le Club de Paris. C'est très injuste. C'est injuste parce que lorsque les pays occidentaux ont établi les institutions de Bretton Woods et le Club de Paris, ils l'ont fait de manière unilatérale. Ce sont les mêmes pays occidentaux qui avaient causé les problèmes de la Seconde Guerre mondiale et les crimes contre l'humanité tels que l'esclavage et le colonialisme. Ces problèmes ont conduit à l'instabilité et à la déstabilisation, ce qui les a forcés à créer les institutions de Bretton Woods et d'autres institutions multilatérales comme l'ONU. Ces institutions ont été créées pour essayer d'assurer la paix. Une fois ces règles établies, elles ont été imposées au monde. Cette imposition comprenait la désignation du dollar américain comme monnaie de réserve. Si elles avaient joué équitablement, cela impliquerait que ces institutions sont désormais des entités mondiales. Elles devraient être gérées de manière multilatérale, et non unilatéralement par les mêmes nations qui les ont établies. Il aurait dû y avoir une reconnaissance que l'unilatéralisme mène au conflit lorsqu'il entre sur la scène mondiale. Par conséquent, lorsque le dollar américain devient une monnaie de réserve, les Américains ne devraient pas pouvoir l'utiliser pour imposer unilatéralement leurs intérêts sur le reste du monde. Cependant, ils n'ont clairement pas choisi de le permettre. Nous sommes donc maintenant confrontés à l'option d'explorer des alternatives. L'alternative consiste à créer un nouveau système parallèle et concurrent à ce système unipolaire contrôlé par les Américains. Cela est nécessaire si les pays africains veulent avoir une chance. Nous devons également encourager les pays africains à cesser de dépendre de ce système spécifique. En même temps, nous devons défier ces systèmes afin qu'ils respectent l'état de droit et un système basé sur des règles. Par exemple, lorsque le groupe d'action financière est utilisé pour exclure les pays africains de la participation au système financier international sur la base de la décision des Américains, nous devrions pouvoir examiner les règles du groupe d'action financière. Nous devrions examiner l'équité de ces règles et leur conformité à l'état de droit. Lorsque le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, GAFI, inscrit un pays sur sa liste noire ou grise, nous devons remettre en question le processus. Nous devrions demander où se trouve la procédure régulière. Nous devrions nous interroger sur le lieu où la nation a été jugée et où elle a eu la possibilité de répondre. Lorsque les règles du GAFI sont établies,
qu'elle soit internationale ou unilatérale, nous devons nous demander comment 7 pays, connus sous le nom de G7, peuvent créer une institution. Cette institution est maintenant considérée comme multilatérale, même si elle a créé des règles de manière unilatérale et exclut le reste du monde. Nous devons pousser ces institutions à devenir multilatérales. Cela peut être réalisé grâce à la participation collective, la ratification et l'acceptation de ces règles par la communauté internationale. Si cela n'est pas présent, ces institutions ne devraient pas se voir accorder le pouvoir d'influencer les règles multilatérales. Nous devrions également commencer à plaider en faveur de la Russie et de la Chine, ou des pays des BRICS, pour créer un système alternatif. De cette façon, nous ne serons pas endettés envers des institutions multilatérales créées par les États-Unis, ni pris en otage par elles. Beaucoup d'entre nous considèrent les organisations de l'Alliance Atlantique Nord comme des institutions américaines. Lorsque nous regardons l'Europe, en particulier l'Allemagne, nous la voyons comme une colonie des États-Unis. C'est quelque chose dont de nombreux Européens ne sont pas conscients. L'Europe est largement occupée par l'OTAN et abrite aujourd'hui de nombreuses bases américaines. Cela est largement dû au plan Marshall, que l'Amérique a mis en œuvre après que l'Europe ait été dévastée par la Seconde Guerre mondiale. Le plan Marshall, un système de prêts libellés en dollars américains, a été utilisé pour reconstruire l'Europe. Ces prêts continuent de circuler en Europe aujourd'hui, permettant à l'Amérique de maintenir son contrôle sur la région. Cela soulève la question, lorsque l'Europe et l'Amérique établissent des règles ensemble, s'agit-il de règles véritablement internationales ou simplement de règles américaines? Le Japon est également sous l'influence américaine, une situation qui persiste depuis l'accord de Potsdam et les règlements qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique a joué un rôle important dans la reconstruction d'après-guerre du Japon. Aujourd'hui, des entreprises américaines telles que BlackRock, Vanguard et Fidelity exercent un contrôle sur les entreprises japonaises. De plus, des fonds d'investissement américains ont pris le contrôle de la bourse japonaise. La présence de plus de 50 000 soldats américains au Japon souligne davantage le statut du pays en tant que territoire occupé. Compte tenu de ces circonstances, pouvons-nous faire confiance aux pays qui composent le G7 pour établir des règles véritablement internationales? Ou agissent-ils simplement en tant que mandataires de l'ordre américain? La réponse est non, nous ne pouvons pas leur faire confiance pour le faire. Par conséquent, nous avons besoin d'un ordre véritablement international et multilatéral qui offrira une vie plus juste et meilleure, plutôt que de simplement promouvoir les intérêts de la politique étrangère américaine. Le problème est qu'ils n'accepteront jamais cela. Je pense que c'est une leçon que la Chine a apprise il y a une dizaine d'années. Ils ont passé de 20 à 40 ans à essayer de coopérer et de collaborer, mais ils n'ont jamais fait de progrès significatif. Ils n'ont jamais été invités à rejoindre la table des grands acteurs ou à participer à ces institutions. Il n'y a jamais eu de chef chinois au FMI, et ainsi de suite. Finalement, ils ont abandonné, réalisant que cette approche ne fonctionnait pas. La Russie a également abandonné après avoir essayé pendant 20 à 25 ans de suivre la voie commune, pour finir avec toutes les armes de l'OTAN pointées vers Moscou. Ils ont même tenté de prendre le contrôle de l'Ukraine pour rapprocher ces menaces. Donc, ces pays ont abandonné cette approche. De mon point de vue, une grande partie du monde, y compris l'Amérique du Sud et l'Afrique, ne croit plus en ce récit occidental. Ils ne font plus confiance à la rhétorique des haineux accents aigus aux conservateurs ni à l'idée d'ouvrir leurs économies. Alors, étant donné que les Européens et les Américains ne vous ouvriront jamais leurs institutions, comment voyez-vous l'évolution des relations internationales? Au-delà de simplement essayer de réparer les institutions existantes, voyez-vous un potentiel pour créer de nouvelles institutions à travers les BRICS? Y a-t-il déjà quelque chose en place qui vous aide? Par exemple, est-ce qu'un nouveau système de paiement est en train de se mettre en place pour le Zimbabwe? Regardez, le problème que nous avons avec nos dirigeants en Afrique est qu'ils sont encore coincés dans le passé, se remémorant l'époque coloniale. Beaucoup des dirigeants que nous avons en Afrique étaient des citoyens de la classe moyenne pendant l'époque coloniale. Ils étaient considérés comme les Noirs les plus privilégiés à cette époque. Beaucoup d'entre eux pensent avoir mené une vie privilégiée et veulent recréer ou ramener certains aspects de cette époque. Cependant, nous devons nous rappeler que la majorité des Africains n'étaient pas à l'aise pendant cette période. C'est pourquoi il y a une résistance de la part des dirigeants africains qui veulent toujours utiliser le dollar américain comme système de paiement pour le commerce en Afrique. Nous leur demandons, pourquoi devriez-vous accepter des dollars américains d'un autre pays africain dans un échange commercial? Pourquoi le dollar américain est-il si important pour vous? Pourquoi ressentez-vous le besoin de détenir des dollars américains? Mais l'Afrique du Sud ne travaille-t-elle pas maintenant contre cela? L'Afrique du Sud a subi des changements significatifs. Elle a toujours été perçue comme un proxy occidental. Cependant,
Lorsque Cyril Ramaphosa, le nouveau président, a pris ses fonctions, il était considéré comme une marionnette de l'Occident. Mais sa position envers l'Occident a radicalement changé pour adopter une position anti-occidentale, favorisant plutôt la Russie et la Chine. Ce changement a surpris et choqué tout le monde en Afrique. La raison de ce changement est la prise de conscience que tant qu'ils seront des proxys des Américains, ces derniers seront aux commandes. Non seulement de l'Afrique du Sud, mais ils auront également un contrôle géopolitique sur l'Afrique, que l'Afrique du Sud aspire à contrôler. L'Afrique du Sud est l'une des plus grandes économies. Actuellement, c'est la deuxième plus grande économie après l'Allemagne. Cependant, elle reste la plus industrialisée du continent. Les Sud-Africains espèrent utiliser cela comme levier géopolitique pour contrôler l'Afrique. Ainsi, chaque fois que la Chine, la Russie ou l'Amérique souhaitent faire des affaires en Afrique, ils devraient passer par l'Afrique du Sud. Cela donnerait à l'Afrique du Sud un pouvoir significatif. Cependant, les Sud-Africains ont réalisé qu'ils ne pourront jamais contrôler l'Afrique tant qu'ils seront des proxys des Américains. C'est parce que ce sont les Américains qui seraient aux commandes. Les Sud-Africains sont mal à l'aise avec l'idée que les Américains soient des superpuissances sur un continent que l'Afrique du Sud considère comme son propre territoire et dans son intérêt. Ils ressentent également cela parce que, pendant l'ère de l'apartheid, les Américains et l'Occident ont donné du pouvoir au gouvernement de l'apartheid pour dominer l'Afrique, en faisant de ce continent une superpuissance. L'ANC est perplexe quant au fait qu'ils ne reçoivent pas la même reconnaissance et autorité pour traiter l'Afrique comme leur domaine, où ils sont la superpuissance. C'est leur lutte. Je pense que leur orientation vers les BRICS est une stratégie pour intimider les États-Unis en démontrant qu'ils ont des alliés alternatifs. L'ANC anticipe également qu'ils pourraient finalement entrer en conflit avec les Américains. Nous avons déjà vu le système financier sud-africain placé sur une liste grise, qui est une forme de sanction. Il y a des rumeurs selon lesquelles ALGOA serait annulé en raison d'allégations selon lesquelles le gouvernement sud-africain aurait chargé des armes sur un navire militaire russe. La plupart des gens pensent que c'est absurde, car la Russie n'a certainement pas besoin d'armes en provenance d'Afrique du Sud. Cependant, je pense que le gouvernement sud-africain anticipe un affrontement avec l'Amérique à un moment donné. S'il se produit, ils auront besoin de la protection de la Chine et de la Russie, c'est pourquoi ils se rapprochent davantage de ces pays. Ils comprennent également que si des sanctions sont imposées, ils seront coupés des systèmes de paiement et financiers internationaux. L'Afrique du Sud est devenue l'un des pays qui plaide activement en faveur de la création d'une monnaie BRICS et d'un système de paiement alternatif en dehors du système américain. Cela s'explique par le fait que les Sud-Africains ont tiré des leçons de la situation au Zimbabwe. Ils comprennent que si des sanctions devaient être imposées à l'Afrique du Sud, ils seraient isolés et exclus des systèmes de paiement. Pour maintenir leur puissance économique, ils auraient besoin d'alternatives aux systèmes américains et européens. Par conséquent, ils s'éloignent du système euro-américain. Nous conseillons au gouvernement zimbabwéen, ainsi qu'aux autres gouvernements africains, de commencer à modifier les règles, même au sein du livre de règles actuel. Par exemple, nous savons que les Américains obligent les banques gouvernementales et les systèmes financiers à se conformer à leur désignation et à exclure certaines personnes des systèmes de paiement. Nous exhortons les banques et les gouvernements d'Afrique à promulguer dès maintenant, aujourd'hui, des lois pour empêcher les banques de fermer les comptes des gens, pour empêcher les banques de refuser l'accès au système de paiement, et pour empêcher les banques basées et enregistrées en Afrique de se conformer à des pressions économiques occidentales illégales. Ces banques doivent respecter les lois africaines. Si elles ne se conforment pas aux lois africaines et qu'elles sont des banques africaines, elles devraient perdre leur licence. Aucune entreprise, gouvernement ou personne africaine ne devrait voir ses comptes fermés sur demande du gouvernement américain. Aucune banque africaine ne devrait refuser de traiter des paiements ou de consentir des prêts à un gouvernement ou une entreprise sur le continent africain. Cela ne devrait pas être basé sur une surconformité aux sanctions illégales. Nous disons que, dans le cadre actuel, nos parlements africains peuvent faire beaucoup de choses. Cela rejoint ce que le rapporteur spécial a écrit dans un rapport sur les sanctions secondaires et la surconformité. Le rapport exhorte nos systèmes financiers à ne pas surconformer et à résister à l'adhésion aux sanctions occidentales. Nous devrions également demander à nos banques de ne pas suivre les règles du groupe d'action financière qui ne sont pas multilatérales et ne sont pas dans l'intérêt des pays africains. Par exemple, lorsque les Américains disent « Vous devez exclure cette personne du système bancaire international car elle se livre au blanchiment d'argent »,
nous avons besoin que cette accusation de blanchiment d'argent soit prouvée devant un tribunal. Cela ne devrait pas être simplement basé sur la parole des Américains selon laquelle les comptes doivent être fermés, ou que les personnes sont des blanchisseurs d'argent. Pourquoi? Parce que lorsque Glencore a récemment été pris en flagrant délit de transport de millions de dollars dans le monde entier et de corruption de dirigeants de pays riches, ils ont été reconnus coupables par les tribunaux britanniques. Cependant, lorsque Glencore a été reconnu coupable, ses comptes n'ont pas été fermés. Aucune banque n'a décidé de se désengager de Glencore. Aucune banque n'a jamais refusé de traiter les paiements de Glencore. Cependant, lorsque des entreprises africaines sont simplement accusées de blanchiment d'argent dans un rapport, même s'il s'agit d'un rapport douteux parrainé par des institutions américaines, les banques adoptent immédiatement une position prudente et ferment ces comptes. Pourtant, elles n'appliquent pas les mêmes normes à Glencore. Pourquoi les bénéfices des entreprises coloniales en Afrique, des entreprises qui ont exploité et dévasté le continent et même causé des génocides, continuent-ils de circuler dans le système bancaire sans jamais être signalés comme des produits de blanchiment d'argent? Nous savons tous que les fonds générés par l'Anglo-Amérique et de nombreuses autres sociétés minières de l'époque coloniale sont entachés. Il s'agit de fonds basés sur des droits miniers obtenus pendant l'époque coloniale. Ce sont des fonds issus de l'esclavage des Africains et de l'occupation coloniale. C'est de l'argent sale. Pourtant, il entre dans le système financier sans jamais être étiqueté comme des produits de blanchiment d'argent, même si nous pouvons tous identifier le crime sous-jacent derrière ces fonds. Il est clair que les lois sur le blanchiment d'argent et le groupe d'action financière ne sont pas là pour maintenir la propreté du système financier. Leur objectif est de contrôler les fonds provenant d'Afrique, d'Asie et du Sud global, empêchant ces nations de concurrencer l'Occident. Il est temps pour nous d'utiliser les lois existantes et de créer des systèmes financiers alternatifs pour contrer l'Occident. Cette question peut sembler simple, mais est-il possible pour les pays africains de collaborer avec la Banque des règlements internationaux? Cette institution est même plus ancienne que les institutions de Bretton Woods. Elle opère au-delà de la juridiction d'un seul pays. C'est l'une des institutions les plus difficiles à démanteler et elle est véritablement dirigée par ses actionnaires. Chaque banque membre, qui sont toutes des banques centrales, a une place à la table. Qu'en pensez-vous? Je ne crois pas que nous puissions collaborer avec la Banque des règlements internationaux tant qu'ils ne traitent pas tous les pays de manière équitable. Cependant, notre dépendance à l'égard de la Banque des règlements internationaux est due à l'utilisation du dollar américain. 70 à 75% du commerce international est effectué en dollars américains. C'est pourquoi nous donnons la priorité à la Banque des règlements internationaux. Le moment où nous cesserons d'utiliser le dollar américain comme monnaie de réserve, le moment où nous cesserons de l'utiliser pour les paiements pétroliers, le moment où nous cesserons de l'utiliser pour équilibrer les paiements entre les nations, c'est à ce moment-là que l'institution deviendra sans importance. Elle deviendra redondante. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de donner plus d'importance aux autres devises par rapport aux devises occidentales anglo-saxonnes. Cela ne peut être réalisé que si les pays des BRICS créent leur propre monnaie. Nous devons veiller à commercer avec des pays comme la Russie et la Chine, et entre nous, dans nos propres devises. Nous devrions cesser d'utiliser le dollar américain. C'est nous qui donnons de l'importance au dollar américain et à ses institutions en continuant de l'utiliser et de nous y fier. Nous disons aux dirigeants africains de cesser de valoriser autant le dollar américain. Ce n'est pas parce que vous voulez économiser en dollars américains, passer des vacances en Occident, posséder des maisons en Occident ou envoyer vos enfants étudier en Occident que vous devriez le faire. Il est temps de songer à envoyer vos enfants étudier dans vos propres pays, ou dans des endroits comme la Chine, plutôt qu'en Amérique. De cette façon, nous pourrons cesser d'utiliser cette monnaie qui cause des dommages mondiaux et crée des pratiques commerciales injustes. Elle rend le monde inégal, ce qui est contraire à ce pourquoi l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT, a été créé. Ce dont vous avez vraiment besoin, ce sont des swaps de devises avec ces autres institutions. Le problème est que vous en avez besoin de nombreux pour que le commerce bilatéral et multilatéral fonctionne. C'est quelque chose que nous observons actuellement. Les pays concluent des accords pour échanger leurs devises respectives. Cela vous permet de payer des biens dans l'autre devise. Le Zimbabwe prévoit-il également de poursuivre des accords de swap de devises? Nous soutenons actuellement que les swaps de devises ne sont pas importants car la monnaie n'est qu'un morceau de papier. Alors, pourquoi nous concentrons-nous sur un morceau de papier, un reçu d'entrepôt, au lieu de nous concentrer sur ce que le monde a toujours échangé? Le monde a toujours échangé de l'argent réel, une valeur réelle en or et en ressources.
Nous suggérons au gouvernement zimbabwéen de baser la monnaie zimbabwéenne sur vos ressources, sur notre or, sur nos réserves de ressources, nos réserves de lithium. De cette façon, ce que nous échangeons avec le monde est ce dont le monde a besoin, une valeur réelle, pas des morceaux de papier. Tant que nous échangeons des morceaux de papier qui sont plus influencés par la psychologie que par la valeur, nous serons toujours désavantagés. Les devises africaines seront toujours considérées comme inférieures, même si toutes les ressources dont le monde a besoin sont des ressources africaines. Alors, pourquoi ne baserions-nous pas notre commerce sur la valeur de nos ressources? Pourquoi ne soutenons-nous pas nos reçus d'entrepôt avec ce que nous avons dans notre entrepôt, sous terre, ou comme notre réserve de ressources? C'est ainsi que le Moyen-Orient a pu créer des devises importantes et élever leur nation. Ils ont soutenu leurs devises avec du pétrole. Ils ont soutenu leurs devises avec leurs réserves de pétrole. Nous croyons que le pétrole est une ressource cruciale, mais le lithium, l'or, le platine et les ressources dont dispose l'Afrique, comme la cassitérite, le tantal et le cobalt, sont les ressources qui font réellement fonctionner l'industrie. Ces ressources alimentent les machines qui ont besoin de pétrole. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas attribuer à ces ressources la même valeur, voire plus, que le pétrole? C'est ce que nous essayons de faire. Je ne suis pas d'accord avec toi au sujet de la théorie de l'argent, je pense. Mais nous pouvons mettre cela de côté pour le moment. Le problème est que tous ces biens doivent être représentés sous une forme quelconque. En fin de compte, c'est toujours le morceau de papier qui agit comme médiateur pour l'échange. Mais qui a dit ça? Le monde mène des échanges depuis plus de 3000 ans. Cela se faisait sans attribuer de valeur et sans échanger à travers un morceau de papier. Vous avez besoin d'une forme de monnaie, que ce soit en or ou autre chose. Cela pourrait être une pièce, 2 pièces ou 3 pièces. Très bien, c'est pourquoi je continue à souligner que nous devons finalement revenir à la ressource, à la vraie valeur. Parce que ce morceau de papier dont vous parlez est en réalité sans valeur. Il est créé à partir de rien. C'est une monnaie creuse. Il n'a aucune valeur. Un pays peut imprimer ce morceau de papier par-dessus d'autres pays uniquement parce qu'il y a une signification psychologique attachée à cette nation, ou plus importante encore, cette nation a utilisé son armée pour contrôler des ressources qui comptent. Les Américains ont contrôlé le carburant. Le morceau de papier lui-même est insignifiant. Le morceau de papier lui-même n'a aucune base. C'est la ressource sous-jacente que les Américains contrôlent qui lui donne de la valeur. D'accord. Il est crucial que nous puissions entrer ces chiffres dans des feuilles de calcul. C'est parce que la banque, en fin de compte, consiste simplement à échanger des feuilles de calcul. Ce processus amène les gens à convenir que si vous me fournissez ce chiffre dans ma feuille de calcul, je confirmerai que les biens peuvent vous être envoyés, et la même chose s'applique dans l'autre sens. C'est pourquoi je vois de la valeur dans cela. Cependant, je pense que nous avons besoin de plus de temps pour discuter en détail de cette théorie d'échange. Oui, s'il s'agissait seulement de savoir ce que tu me dois par rapport à ce que je te dois, il n'y aurait pas de complications. Cependant, des problèmes surviennent lorsque nous introduisons la spéculation, les dérivés et les jeux boursiers. Ces éléments déforment tout le système et ils ne fonctionnent plus comme ils le devraient. La manipulation par des individus avides ou des nations sans réelle valeur est un autre problème. Ces entités continuent de créer des stratégies complexes pour contrôler les ressources d'autres nations. C'est là que nous rencontrons des problèmes. Par conséquent, certains d'entre nous préconisent un retour aux bases. Nous voulons éviter les situations où d'autres utilisent des mécanismes, des jeux et des leviers pour prendre le contrôle de choses qui ne leur appartiennent pas. Ce genre de comportement change l'objectif même du registre. Il modifie également le concept fondamental de la dette et de la créance. Je suis tout à fait d'accord avec toi en ce moment. Cependant, il est crucial de comprendre qu'il existe différentes théories sur ce qu'est l'argent et comment il fonctionne. Tes croyances concernant ces théories influenceront considérablement tes préférences quant au rôle de l'État. C'est un enjeu très important. Personnellement, j'adhère à la théorie monétaire moderne. Cela s'explique par le fait que l'Occident pratique le néocolonialisme depuis un siècle maintenant. Ils vendent l'idée que l'utilisation de leur monnaie résoudra tous les problèmes. Le problème avec la théorie économique moderne et la théorie monétaire moderne est qu'elles sont des systèmes occidentaux. Ces systèmes ont été créés par des nations qui manquent de ressources et sont maintenant imposés à l'échelle mondiale. C'est pourquoi certains d'entre nous pensent que ce n'est pas le meilleur système d'échange. En fin de compte, nous n'échangeons pas vraiment. Au lieu de cela,
Nous créons des mécanismes de jeu pour établir un système financier qui ne profite pas aux Africains. Par conséquent, nous avons besoin d'une théorie qui ne repose pas sur des idées occidentales. La théorie occidentale échoue actuellement et ne sera pas durable à long terme. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Nous devons envisager des mécanismes efficaces et également éliminer l'emprise. Cependant, cela sera probablement le sujet d'une autre vidéo. C'est parce que Routendo a déjà pris beaucoup de votre temps. Avez-vous autre chose à dire aux téléspectateurs? Je crois que la perspective que j'offre est fraîche et unique. Il y a un déficit intellectuel notable dans la sphère académique mondiale, où les points de vue et les perspectives sont principalement eurocentriques. La perspective européenne est toujours en première ligne. Même lorsque des personnes comme moi expriment des opinions sur les sanctions, l'ordre mondial ou les défauts du système occidental, nous sommes souvent ignorés. Cela est dû au fait que le système occidental a tendance à réduire au silence et à marginaliser les voix qui le critiquent. Cependant, un système qui résiste à la critique et au changement est un système qui ne peut pas survivre ni évoluer. C'est pourquoi il est crucial que nous parvenions à un point où les voix diverses commencent à être entendues dans la sphère académique. Cela nous permettra de générer de nouvelles idées. Par exemple, vous avez mentionné le système financier, et j'ai souligné qu'il s'agit d'un système financier occidental qui est nuisible et hostile au monde. C'est une perspective que vous n'auriez peut-être pas envisagée. Vous ne penseriez pas à une théorie en dehors du système actuel si vous n'aviez pas entendu la perspective du tiers-monde. Cette perspective soutient que nous ne pouvons pas continuer à utiliser ce système risqué et devons trouver une alternative. Ce n'est que lorsque nous nous ouvrons les uns aux autres, écoutons des idées différentes et alternatives, et nous éloignons d'un système basé sur des idées eurocentriques, que nous pouvons commencer à créer quelque chose d'évolutif. Quelque chose qui change constamment et qui pourrait potentiellement profiter à toute l'humanité. N'oubliez pas, le tiers-monde n'essaie pas de prendre le relais de l'Occident. Nous disons que l'humanité doit coexister et travailler ensemble pour le bénéfice et l'évolution de tous. Actuellement, avec le système centré sur l'Occident, nous sommes confrontés à une extinction potentielle en raison de la rareté des ressources, de la pollution, du réchauffement climatique ou de l'implosion nucléaire, également connue sous le nom de destruction mutuelle assurée. Nous devons réévaluer nos actions et envisager d'autres modèles qui ne se limitent pas à la domination dans le système machiavélique de l'existence. Merci pour vos paroles, que je soutiens de tout cœur. Routendo, nous nous parlerons bientôt. Merci beaucoup.